de paysans, du nord surtout, mais quelquefois même du sud, il y en a. Et puis après, vous avez en gros 200 ou 300 millions de gens qui ont des animaux de traction, des animaux de travail, la traction animale, puis vous en avez un bon milliard, si c'est pas plus, qui travaillent uniquement avec des outils manuels. Productivité des plus productifs, de l'ordre de 1000 tonnes par travailleur et par an. Productivité des manuels les moins productifs, pour 36 000 raisons, environ 1 tonne par travailleur et par an. De 1 à 1000. Différence de coût de production, je vous l'ai dit tout à l'heure, moins de 100 $ pour les grands investisseurs bien situés, entre 100 et on va dire 250 $ pour les agriculteurs motorisés, mécanisés, chimisés, même si c'est pas bien pour le milieu, ils arrivent à peu près par dire. Et puis pour les travailleurs avec traction animale ou culture manuelle, c'est 300, 400, 500, 600 $. De toute façon, le marché international, le prix d'exportation des Américains en 1947, c'était 600 $. Aujourd'hui, le prix d'exportation des délocalisés dans les pays à bas prix de la terre et à bas salaire, c'est inférieur à 100 $. Donc ça va revenir vers 100 $. Mais vers 100 $, un producteur de riz de Casamance, on ne vient même pas chercher ça. On ne vient même pas chercher son riz. Parce que les coûts de collecte, de transport à Dakar, ça emmerde tout le monde, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher de s'approvisionner. Autrement dit, incorporer les paysans sous-équipés, peu productifs et peu compétitifs dans ce marché mondial scandaleux, quand on y réfléchit, c'est les priver de l'accès au marché. Ok? On ne les prive pas seulement de l'accès à la terre quand ça rapporte, mais en les incorporant dans le marché mondial, on ouvre la porte aux exportations de tous les investisseurs des quatre coins du monde qui s'occupent, qui s'emparent de la terre et des parts de marché. Et les paysans, les parts de marché des paysans reculent, voire même cessent totalement d'exister. Alors qu'est-ce qu'il leur reste à faire aux Casamançais? À se révolter contre le gouvernement, on les renvoie l'armée à émigrer. Enfin voilà, c'est le désastre absolu. Donc cette machine de guerre, c'est une machine à conquérir le secteur agricole, les terres et les parts de marché. Ça ne les intéresse pas de nourrir les pauvres. Les pauvres n'ayant pas les moyens d'acheter ce qu'ils produisent, même si c'est pas cher, ils ne vont pas leur acheter. Donc ils ne viennent pas là pour subvenir aux besoins de la sécurité alimentaire mondiale. Ils viennent là pour gagner des sous dans le secteur agricole. Un point c'est tout, au détriment de ceux qui ne peuvent pas le faire. Donc il faut comprendre cette machinerie-là. Aujourd'hui, tous les gouvernements du monde sont alignés sur la libéralisation du secteur agricole, libéralisation des échanges, libéralisation de l'accès à la terre, vous avez bien démontré, libéralisation de la propriété. Même. Si la terre devient une marchandise stricte, devient une marchandise qu'on peut acheter, ils vont finir par monopoliser toutes les bonnes terres du monde, puis monopolisent aussi les semences, les façons. Tout ça, on sait. Sauf que cette mécanique générale est là. Alors, les victimes directes de ça, c'est les 3 milliards de pauvres, bien sûr. Paysans et ex-paysans, clochardisés, si je veux employer ce mot, j'aime pas bien, mais il faut vraiment trouver un plus. Vous allez trouver ça. Moi, j'ai du mal, mais ok. Deuxième victime, les dépossédés des époques antérieures, hein, qui sont aujourd'hui, etc. Et puis, les chômeurs, bien sûr, mais tous les salariés du monde qui sont victimes de la pression qu'exerce sur le marché du travail les exclus de l'agriculture. On met en concurrence les ouvriers français avec, demain, pas encore, mais peut-être ça viendra, les ouvriers marginalisés d'Amérique latine, d'Asie et d'ailleurs. Autrement dit, avec un système comme ça, c'est l'alignement sur le moins-disant. Hein. Le moins-disant en salaire, le moins-disant en prix des marchandises. Bref, on organise méthodiquement la concurrence pauvre-pauvre. Hein. C'est comme ça. Et donc, alors ce qu'on voit bien, c'est que ce qui empêche les courageux mouvements qui sont présents ici et qui témoignent ici, ce qui les empêche d'arriver à des résultats, c'est que le rapport de force politique entre nos gouvernants qui sont au service
je ne dirais pas seulement des entreprises, du capital, c'est beaucoup plus que ça. Ils sont au service des monopoles les plus puissants, du capital financier le plus puissant, etc. C'est ce qu'on appelle le consensus ultralibéral. Ce sont des conservateurs ultralibéraux. Heureusement, il y a aussi, dans les gouvernements du monde, il y a aussi des conservateurs libéraux. Ils ne sont pas tout à fait, ils sont un peu moins pires, on pourrait dire. Bon, donc, dans cette configuration-là, comment est-ce qu'on peut faire soit reculer un gouvernement, ou des gouvernements, ou l'ensemble des gouvernements, y compris le G8 ou le G20, comment est-ce qu'on peut les faire reculer sur cette politique? Parce que s'il n'y a pas de recul sur cette politique, c'est la lutte du et c'est Sisyphe. Il gagne ici, hop, il reporte les capitaux. On voit bien, hop. Ils sont très mobiles, vous les arrêtez dans un canton et ils ressurgissent dans le canton d'à côté, enfin, etc. Et plus ils prennent de part de marché, plus c'est grave. Donc comment est-ce qu'on peut... il faut modifier le rapport de force politique. Il ne faut pas que les gens qui agissent localement, bénéficiant heureusement de la comment dire, solidarité de ceux qui agissent ailleurs, qui viennent ici, qui font des convergences, qui font des forums, ça ne suffit pas. Ce ne sont pas des forces politiques, ce sont des forces sociales indispensables. S'il n'y avait pas cette mobilisation, on ne pourrait pas construire des forces politiques. Et construire une force politique, ça veut dire avoir des alliances politiques organisées dans des partis, des gens des villes qui sont eux-mêmes victimes indirectement ou lointainement, des gens des campagnes, de ceux du Sénégal, de ceux des autres pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest avec le reste de l'Afrique, avec l'Amérique latine, et avec les paysans d'Europe et d'Amérique. Les paysans d'Europe et d'Amérique, ils sont pas rentables aux prix internationaux des années 2000-2005 ou au prix international qui est en train de se mettre en place. Ils ne peuvent pas produire à moins de 100 $ la tonne, puisqu'ils ont un coût de la terre qui est 10 ou 20 fois supérieur à ceux des nouvelles acquisitions, et ils ont des salaires ou un revenu personnel sans lequel ils ne resteraient pas là, qui est bien supérieur. Ils ne sont pas compétitifs, donc on a inventé pour les acheter, pour les empêcher de s'allier aux paysans d'Afrique, pour même qu'ils deviennent éventuellement le bouc émissaire et qu'ils fassent oublier les grandes acquisitions et le danger public qu'elles représentent, on leur a donné des subventions. Formidable, on les a achetées. Et moi je leur dis, certains des syndicats de mon pays et d'Europe, quand ils défendent le droit à avoir une protection pour qu'ils aient des prix rémunérateurs correspondant à leur prix de revient, ce qui leur permettrait de s'allier de manière sérieuse avec, ils le font un peu, hein, à l'AFDI, avec l'Europa, avec d'autres, enfin j'ai été mêlé à tous ces trucs-là, je sais bien qu'il y a une relative solidarité. Mais on peut dire que, d'une certaine manière, les paysans du Nord, les agriculteurs familiaux du Nord, d'Europe, d'Amérique et d'ailleurs, ils ne sont pas assez présents au combat et pas assez solidaires parce qu'on les a achetés. Aujourd'hui, quand on négocie des nouveaux accords APE avec l'Afrique, qu'est-ce qu'on dit? D'abord qu'on va remettre les paysans en libre-échange total, que maintenant que les prix vont rebaisser après la hausse des années 7, ils vont se retrouver avec des prix de plus en plus bas. Les APE, de toute façon, ça va mettre par terre le peu de protection qu'ils avaient réussi à mettre en place. Donc, oui, j'ai fini. Donc c'est très grave, c'est le dernier assaut. Alors, au lieu, ensuite que les paysans d'Europe, les paysans d'Afrique, les paysans comme eux, en Amérique latine, en Asie ou ailleurs, s'allient avec eux, et même qui s'allient fondamentalement avec les sans-terre. Parce que les plus grandes victimes de tout ça, c'est ceux qui ont été radicalement dépossédés et qui ne sont plus que des ouvriers agricoles, saisonniers, journaliers, ils ont du travail, pas de travail, et qu'on peut exploiter à merci. Ils sont dans une situation pire que le servage, ou que le salariat. Ils sont des demi-chômeurs. Donc ça c'est la fraction la plus pauvre, la plus... Mon ami, notre ami indien en a bien parlé, il y a des centaines de millions, rien qu'en Inde. Et à l'échelle du monde, les paysans sans terre ou mini-fournières, c'est peut-être le tiers de la paysannerie mondiale. Donc il faut avoir conscience de ça. Donc il faut une alliance politique entre tous les agriculteurs familiaux du Nord
Il faut que je dise, moi, bon, c'est mon travail, j'explique ça à mes amis agriculteurs aux quatre coins de la France et de l'Europe. Et il faut aussi s'allier avec les classes sociales urbaines qui sont indirectement aussi victimes de ça. Donc il faut une alliance populaire de grande échelle. Alors, il faut éviter deux écueils.